Au contexte. Donc, je vous remercie et je remercie la comité qui a organisé l'ISMAR. J'entamerai cet exposé par une enquête locale faite au niveau de Fès et qui montre un taux de pratique de l'analgésie obstétricale qui est inférieur à 5% dans notre contexte. Il est actuellement de 82% en France. Alors les causes de ce taux faible par ordre de fréquence, c'est premièrement la réticence des obstétriciens. On dit que ça allonge le travail, il y a plus de blocs moteurs. Les parturientes qui sont mal informées, qui n'ont pas le choix. Le coût économique, notamment la prise en charge des organismes d'assurance. Il y a aussi la disponibilité du matériel et l'effectif des médecins anesthésistes réanimateurs. Alors, est-ce qu'il faut faire cette analgésie du travail obstétrical? Il faut la faire parce que c'est une obligation qui est éthique. C'est une douleur qui est la plus intense de la vie d'une femme. On voit dans le diagramme à droite qu'elle est plus intense qu'une douleur cancéreuse ou qu'une fracture. Et donc la seule demande maternelle doit être à elle seule une indication à faire de l'analgésie obstétricale. Est-ce qu'elle est bénéfique? Oui, dans plusieurs situations, notamment quand il y a des pathologies qui nécessitent la diminution du stress lors du travail. On citera la prééclampsie, les cardiopathies, et aussi quand il y a une probabilité augmentée d'extraction chirurgicale. Il faut de toute façon éviter l'anesthésie générale. Il est bénéfique aussi pour le fœtus, surtout quand il y a une comorbidité. Et donc ça améliore dans ce cas l'équilibre acide-base et optimise la perfusion utéroplacentaire. Alors quels sont les moyens de cette analgésie obstétricale? Tout d'abord, l'analgésie péridurale qui reste la méthode la plus efficace et la méthode de référence. La dernière méta-analyse de la Cochrane Database qui montre qu'il n'y a pas d'augmentation de taux de césarienne, en fait elle confirme ce qu'on savait déjà. Il n'y a pas d'effet néfaste sur la mère ni sur le fœtus. Alors la seule chose, c'est qu'il y a une augmentation des taux d'extraction instrumentale, mais dans le sous-groupe qui est analysé à partir de 2005 jusqu'à la fin de l'étude, on ne retrouve plus cette augmentation de taux d'extraction parce qu'il y a une amélioration de la technique analgésique obstétricale. Pour les automates notoraxiens, on y reviendra. Un mot pour les morphiniques, qui ne sont pas adoptés à notre contexte, qui sont moins efficaces avec plus d'effets indésirables, mais qui restent une alternative à la noraxiale en cas de contre-indication ou d'échec de la technique. Alors, comment réussir cette analgésie péridurale? Il y a plusieurs points qui sont très importants. Le premier, c'est la puissance des anesthésiques locaux. En anesthésie obstétricale, c'est la bupivacaïne qui est la plus puissante, et la plus puissante que la lévobupivacaïne, que la ropivacaïne. Et donc il faut prendre en compte cette puissance pour la rédaction des protocoles. Sinon, ils ont la même efficacité et le même devenir obstétrical. Deuxième point très important, c'est le volume d'anesthésique locale. On voit déjà dans ce travail de 2007 que quand on administre 9 ml de bupivacaïne de 0,25%, pour avoir la même analgésie, on n'a pas besoin de 18 ml. On n'a pas besoin du double de 0,125, on a besoin juste de 14. Et donc, ça fait une épargne de 25 à 30% d'anesthésique locale, avec la même analgésie. Et qui dit épargne d'anesthésique locale, dit moins de blocs moteurs et moins de toxicité. Tout cela parce qu'il y a une meilleure diffusion dans l'espace péridural. Donc le message, c'est qu'il faut plutôt privilégier un volume important d'anesthésiques locaux avec une faible concentration, plutôt qu'une grande concentration et petit volume. Mais pour arriver à cela, il est impératif d'ajouter un opiacé liposoluble, qui va potentialiser la qualité et la durée d'analgésie et qui va diminuer les besoins en anesthésiques locaux, un taux qui peut arriver à un ratio de 10, comme on le voit dans la courbe à droite, essentiellement dans le cas de la bupivacaïne. Alors la nouveauté concernant l'entretien de la péridurale, c'est qu'on revient un petit peu au bolus, c'est la PIEB, la Programmed Intermittent Epidural Bolus. En fait, depuis les années 2000, c'est la PCEA qui était la meilleure technique d'entretien de l'analgésie péridurale, qui associe une perfusion continue. Mais déjà Wong, en 2006, avait l'idée de comparer 12 ml de perfusion continue par rapport à 6 ml en 2 bolus chaque demi-heure. Il a trouvé un épargne d'anesthésiques locaux et une meilleure satisfaction. Alors quel est l'intervalle des PIEB le meilleur pour éliminer plutôt les auto-injections de PCEA? Dans la courbe à droite, on voit que à 60 minutes et 50 minutes, on a une analgésie qui est insatisfaisante. À 30 à 40, c'est pareil, mais à 30 minutes, on a plus de blocs moteurs. Et donc, on retient 40 à 45 minutes comme intervalle meilleur pour les bolus de PIEP. J'ai exprès laissé ce protocole de cette équipe qui a réalisé l'article parce qu'il me paraît le plus adapté à notre contexte. Et donc, actuellement, c'est la PIEP qui devient la méthode d'entretien la meilleure. Ça diminue le bloc moteur et ça augmente la satisfaction maternelle. Alors, un mot sur la périrachie combinée. Est-ce qu'elle est meilleure que l'analgésie péridurale? En fait, c'est la même chose. Ils ont le même taux de césarienne,
la même satisfaction maternelle. Le seul avantage des périgraphies combinées, c'est qu'il y a une réduction du délai d'analgésie de 5 minutes, moins d'échecs du placement du cathéter. L'inconvénient, c'est qu'il y a plus de prurite et plus de bradycardie fœtale, mais sans qu'elle aboutisse vers une césarienne. Et donc, en gros, il faut laisser la périgraphies combinée si on a un travail qui est avancé, si c'est un travail qui est hyperalgique, qu'on a besoin d'analgésier la patiente le plus rapidement possible, mais il faut faire attention quand il y a des troubles de rythme fœtal. Donc, en conclusion, il faut promouvoir l'analgésie obstétricale dans notre contexte. C'est le rôle des sociétés savantes. Il faut aussi placer la parturiente au centre des soins. Les nouvelles techniques qui sont très efficaces avec très peu de répercussions. Que ce soit une analgésie péridurale, une périarchie combinée, c'est la même chose pratiquement. Il faut toujours s'assurer que c'est un anesthésique local de faible concentration associé à un opiacé liposoluble. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on revient un peu au bolus par l'avènement de la PEEP. Je vous remercie. Question. Médecin de PES. Parmi la péridurale, l'arachie-analgésie ou la combinaison des deux, quel serait le moyen le plus efficace avec moins de risque maternel que fœtal? Alors, comme je viens de dire, les deux se valent. L'intérêt de la périgrachie combinée, plutôt, c'est qu'elle procure une analgésie qui est rapide, mais au dépend de quelques troubles de rythme fœtaux. Donc, les deux se valent, ça dépend de l'équipe d'anesthésie qui fait ça. Donc, essentiellement, c'est une question d'habitude. Je dirais plutôt l'analgésie péridurale. Et si c'est un travail qui est imminent, si l'accouchement est imminent, je dirais plutôt une périgrachie combinée. Ok. Question, que pensez-vous de la dural puncture épidurale? Justement, c'est une nouveauté dans les techniques. C'est une technique où il faut juste toucher, faire une rachie, mais sans injecter du produit. Et donc, on a un trou qui permet une diffusion plus rapide du liquide qu'on a injecté dans l'espace épidural. Donc, c'est une synthèse des deux un peu. Ça nous permet de ne pas injecter des morphiniques dans l'espace rachidien. Et en même temps, ça permet d'avoir une analgésie plus rapide. Donc, c'est une nouveauté, mais elle n'est pas encore vraiment validée. C'est une tendance. Alors, question d'enseignant de Marrakech. Excellent topo. Quelle est la concentration optimale du BUPI en PIBB? Dans votre présentation, les concentrations d'induction et d'entretien étaient différentes. Quelle est la concentration optimale de fentanyl? Alors, j'ai parcouru la plupart des protocoles des équipes américaines, françaises, australiennes. Il n'y a pas de concentration optimale. Le message clair, c'est qu'on doit être, en cas de ropivacaïne, dans les 0,1% et dans la bupivacaïne, dans les 0,625. Associé à un morphinique liposoluble. Le protocole que j'ai mis, ça a associé dans l'induction de bupivacaïne à 0,125% plus fentanyl 3,3 gamma, et l'entretien, c'était de la bupivacaïne 0,625 plus de fentanyl 2 gamma ml. Bon. Médecin TESA, vous avez un protocole dans votre service? Ben, sincèrement, non. On est en train d'écrire des protocoles. Justement, c'est l'intérêt de c'était l'idée derrière cette communication, c'est qu'on a besoin de ce protocole. D'ailleurs, le fait d'initier, de promouvoir l'analgésie obstétricale, ça permet d'initier des protocoles, ça permet une présence plus importante du médecin réanimateur dans la salle de travail, ça permet de faire des checklists. Donc, pour promouvoir l'anesthésie et l'organisation de l'anesthésie et l'analgésie obstétricale, je pense qu'il faut s'impliquer dans l'analgésie obstétricale pour qu'on ait moins de décès maternels avec ces objectifs. Une question de Tanger. Quelle est l'analgésie que vous proposez dans les maternités où il n'y a pas de médecin anesthésiste? Ben, le médecin anesthésiste doit être là. La seule alternative j'ai trouvé dans la littérature, c'est qu'on peut injecter du dolosal en intramusculaire chez les sages-femmes en Angleterre. C'était l'indication des morphiniques dans le temps, et c'était le seul moyen, parce qu'on ne tolérait pas d'avoir une hyperalgie dans les maternités anglaises. C'est la seule exception que j'ai vue dans la littérature, mais sincèrement, pour faire de l'analgésie, il faut que le médecin réanimateur soit présent. En fait, les Anglais, les sages-femmes, ils l'utilisaient surtout par l'effet spasmolytique sur le col.
C'est pour le travail plutôt. Mais la douleur, il faut qu'il y ait quand même un réanimateur. Il faut bien sûr donner beaucoup d'intérêt à la psychoprophylaxie, à la préparation à l'accouchement. Tout ça, ça réduit pratiquement de 20% la douleur de l'accouchement. Justement, mais ils avaient l'autorisation d'injecter un morphinique en intramusculaire accordé par leur collège. Je ne réponds pas. Bien. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la salle d'accouchement en attendant l'arrivée du médecin anesthésiste. La fête de la péridurale, c'est certainement la bonne méthode, mais c'est une affaire de droit de ces dames qui accouchent à ne pas avoir mal. Maintenant, ça peut prendre les associations de femmes, les associations des anesthésistes, les responsables. C'est un droit, c'est une douleur très forte, très intense, et on le dit depuis toujours. Alors, concernant la périrachie, c'est pas la peine de faire une aiguille dans une aiguille. Vous faites la péridurale et ça marche presque la même vitesse. Si les anomalies du rythme cardiaque fœtal viennent, c'est parce qu'on a mis du sufentanil dans le liquide céphalorachidien. Il y a une hypertonie utérine et des anomalies du RCM. Il ne faut plus utiliser ce médicament qui est un morphinique un peu bizarre. Bon. Bupivacaine hyperbare est-elle utilisable à défaut de l'isobar? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a. Bien. Question suivante. Juste, tout à l'heure, on dit, est-ce qu'il y a un comparé entre la péridurale et la rachianalgésie? C'est deux choses complètement différentes. La péridurale, c'est pour le travail. C'est quand on a démarré donc, le travail, c'est la première phase donc, du travail. Mais la rachianalgésie, en général, c'est quand on n'a pas pu réaliser une péridurale à temps et on est dépassé, ou bien la femme, il arrive avec une dilatation avancée. Dans ce cas-là, on peut se permettre de réaliser une rachianalgésie. C'est parfaitement bien. Un demi-cc de marcaïne à 0,50, un demi-cc de fentanyl, c'est-à-dire 25, c'est 2 cc, ça permettrait de garder une excellente analgésie pendant 1h30 jusqu'à 2 heures. Justement, la rachianalgésie... À partir de combien de centimètres de dilatation pose-t-on la péridurale? C'est une très bonne question. La dernière méta-analyse montre qu'il n'y a aucune différence entre 1 cm ou un travail prolongé. Elle a même trouvé une diminution du deuxième phase du travail. C'est simple. Si la douleur est intense, vous faites la péridurale. Merci. C'est-à-dire que le vrai travail commence. Modification de la structure du col, vous posez votre cathé péridurale. Le tape-bloc, est-ce qu'il a une place dans l'analgésie post-césarienne? Question médecin de PES. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le sujet du débat. On va en parler tout à l'heure dans la réalisation précoce. Merci. Il y avait une question pour l'anesthésie péridurale. C'est un des intérêts de l'anesthésie péridurale quand on met un cathé. Quand il y a une urgence, on peut convertir en anesthésie péridurale 5 cc d'oxydo tout de suite, fractionné, et puis au maximum 20 cc d'oxydocaïne non adrénalinée. Je ne suis pas d'accord avec vous. La péridurale ne donne pas une très bonne anesthésie pour la césarienne. La rachianesthésie, c'est maintenant. Quel est le meilleur protocole comparé? Quel est le meilleur protocole à adopter pour les injections lors des péridurales? Est-ce que ça nécessite une surveillance particulière? Alors, je réponds à cette dernière question. Alors, le protocole actuellement le plus validé, c'est la PCEA. La tendance actuelle, c'est de revenir à la PEP, c'est-à-dire des bolus chaque 45 minutes, mais tout en gardant la PCEA. Alors, l'idéal, c'est d'aller juste faire des bolus, mais pour l'instant, c'est la PCEA qui est toujours la méthode la plus efficace.